Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce samedi 8 novembre. À l'heure où l'entité sioniste continue de violer le cessez-le-feu dans la bande de Gaza, l'ONU évoque une situation dramatique en Cisjordanie occupée, signalant une forte recrudescence des violences des colons sionistes. Violation du cessez-le-feu au Liban. 2 frères sont tombés en martyrs ce samedi dans une frappe de drone des forces de l'entité sioniste dans le sud-est du pays. Sahara occidental, le Front Polisario réaffirme son refus d'entamer toute négociation écartant le droit inaliénable à l'autodétermination du peuple sahraoui. Le Soudan, toujours en proie aux violences, l'ONU met en garde contre de possibles crimes de masse à Al-Fasher tombés entre les mains des forces de soutien rapide. Et puis conflit russo-ukrainien, le président Volodymyr Zelensky évoque 25 000 pertes subies par la Russie durant le mois d'octobre, tout en reconnaissant une situation difficile des forces ukrainiennes dans la ville de Pokrovsk. Bonsoir à tous. L'entité sioniste a encore fait des victimes dans la bande de Gaza au 29e jour du cessez-le-feu. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 10 martyrs ainsi que 6 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 72 heures. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre, 241 Palestiniens sont tombés en martyrs et 614 autres ont été blessés, tandis que les corps de 522 martyrs ont été récupérés. Et depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de ce génocide s'est alourdi à 69 169 martyrs et 170 685 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Et dans le cadre de l'accord de paix à Gaza, le ministère de la Santé palestinien a annoncé avoir reçu 15 corps de martyrs que les forces de l'entité sioniste ont restitués ce samedi au Comité international de la Croix-Rouge, précisant que le nombre total de corps de martyrs récupérés s'élève désormais à 300. À ce jour, seules 89 dépouilles ont été identifiées. Aujourd'hui, plusieurs dépouilles de martyrs détenus par la partie israélienne sont arrivées avec l'aide du Comité international de la Croix-Rouge. 15 dépouilles ont été reçues aujourd'hui, portant à 300 le nombre total de martyrs reçus par le ministère de la Santé, dont 89 ont été identifiés à ce jour. Les corps étaient dans un état de décomposition avancé et semblaient avoir été enterrés car ils étaient souillés de terre. Ils nous sont parvenus gelés, se trouvaient dans des sacs en plastique blanc contenant eux-mêmes un sac tubulaire bleu. Ils sont actuellement examinés par le service médico-légal. Et selon le porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU, Farhan Haq, malgré des progrès significatifs dans l'aide humanitaire à Gaza, l'acheminement reste limité à seulement 2 points de passage, ce qui complique considérablement la situation dans l'enclave palestinienne. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires indique que malgré des progrès significatifs dans l'intensification de l'aide humanitaire, les besoins urgents de la population restent immenses, les obstacles à l'acheminement n'étant pas levés assez rapidement. Depuis le cessez-le-feu et jusqu'à lundi dernier, l'ONU et ses partenaires ont collecté plus de 37 000 tonnes d'aide, principalement des denrées alimentaires, au point de passage de Gaza. Ce chiffre est basé sur le mécanisme 2720 de l'ONU, qui ne prend pas en compte les dons bilatéraux ni le secteur commercial. L'accès reste limité à 2 points de passage seulement, sans accès direct d'Israël au nord de Gaza, ni d'Égypte au sud de Gaza. À cela s'ajoute le refus d'entrée de certains articles du personnel des ONG. À l'approche de l'hiver, la situation des déplacés palestiniens devient de plus en plus préoccupante. Les Gazaouis peinent à trouver de l'eau et de la nourriture pour subsister, même s'abriter relève parfois de l'impossible. À Deir el-Balah, n'ayant
d'autres choix. Une veuve et ses enfants partagent un espace étroit dans le compartiment à bagages d'un bus délabré avec 4 autres personnes avec des conditions de vie intenables. Maria Choyard. Ce vieux bus sert désormais de refuge. C'est dans ce compartiment à bagages que cette veuve palestinienne vit avec ses 3 enfants et 4 autres personnes. Aucune intimité, aucun espace de jeu pour les enfants. Des milliers de familles vivent la même tragédie. Avant la guerre, nous louions une maison. Mon mari acceptait tous les emplois qu'il trouvait. Les jours passaient, puis la guerre a éclaté. Il est sorti dans l'après-midi pour tenter de fuir, mais malheureusement, il n'est pas revenu. Pour beaucoup de familles déplacées, le génocide a tout emporté, détruisant toute commodité de vie, ne laissant derrière lui rien que des décombres et des souvenirs éparpillés. Je dormais sous cet arbre, seul avec mes enfants. J'ai supplié les responsables de l'école de me laisser rester là, mais ils m'ont répondu qu'il n'y avait pas de place, que tout était complet. Les voisins m'ont alors dit « Viens vivre dans le bus, il n'y a pas d'autre endroit où aller ». La vie dans le bus parle d'elle-même. Je prie assise car je n'ai ni liberté ni espace. Les enfants ont transformé cette plateforme en balançoire car il n'y a aucun endroit où jouer ici et aucun endroit où ils peuvent s'amuser. Dans ce compartiment à bagages, la vie continue pour Isra et ses enfants. Jouer, rire, même dans l'espace le plus restreint, devient un acte de survie. J'ai été déplacée ici car je n'ai trouvé aucun autre abri que ce bus. Je n'ai ni tente, ni domicile. Même la maison de ma famille à Jabalia a été détruite par les bombardements. Je ne peux pas retourner dans le nord parce qu'il n'y a pas de moyens de transport et qu'il ne reste plus rien là-bas, à part des décombres. De toute façon, je n'ai même pas de tente à installer là-bas. Dans ce bus abandonné, il joue, il rit comme si le monde autour d'eux n'avait jamais explosé. Mais à Gaza, le calme d'un cessez-le-feu reste fragile et chaque rire est un petit miracle. Je vous en parlais en titre, situation tout aussi dramatique en Cisjordanie occupée. Les violences des colons sionistes ont connu une forte recrudescence récemment avec la saison des récoltes d'olives. Le bureau humanitaire de l'ONU a indiqué avoir enregistré en octobre un nombre mensuel le plus élevé d'attaques de colons contre les Palestiniens et leurs biens en Cisjordanie occupée depuis le début de ce suivi en 2006. En Cisjordanie, OCHA alerte sur la forte augmentation des violences perpétrées par les colons contre les Palestiniens, tant en fréquence qu'en gravité. Le mois dernier, OCHA a recensé 264 attaques de colons ayant fait des victimes, causé des dégâts matériels ou les deux. Il s'agit du bilan mensuel le plus lourd en près de 20 ans de relevé, avec une moyenne de plus de 8 incidents par jour. Depuis 2006, OCHA a documenté plus de 9600 attaques de ce type. Environ 1500 d'entre elles ont eu lieu rien que cette année, soit environ 15% du total. Les conséquences humanitaires sont dramatiques. Depuis octobre 2023, plus de 3200 Palestiniens ont été déplacés en raison des violences des colons et des restrictions d'accès qui en découlent. Des communautés pastorales entières ont été complètement dépeuplées. Des personnes ont été tuées, des centaines ont été blessées, y compris par balles réelles, et beaucoup d'autres ont perdu leurs moyens de subsistance. Au Liban, 2 frères sont tombés en martyrs ce samedi dans une frappe de drone des forces de l'entité sioniste qui a visé leur voiture dans le sud-est du pays. Le drone ennemi avait pris pour cible les 2 frères originaires de la ville de Shaba'a alors qu'ils circulaient sur une route située sur le versant ouest du mont Hermon. Sahara occidental, je vous disais en titre, le Front Polisario a réaffirmé que le peuple sahraoui n'entamerait aucune négociation qui ignore son droit inaliénable à l'autodétermination dans une déclaration à la plateforme sahraoui Équipe Média en marge de la 4e édition du festival cinématographique Fi Sahara. Le représentant du Front Polisario en Espagne, Abdellah Larabi, a souligné que la seule solution pour mettre fin à la colonisation au Sahara occidental résidait dans l'organisation de référendums libres et justes sous l'égide des Nations Unies.
Il ne faut pas croire ce qui se dit dans certains médias au sujet des prétendues manœuvres affirmant que le peuple sahraoui serait moralement affaibli par la conjoncture actuelle. Il est vrai que la situation est difficile, non seulement pour le peuple sahraoui, mais aussi pour le droit international et pour le monde entier. Le peuple sahraoui est présent pour affirmer à la communauté internationale qu'il ne participera à aucune négociation qui ne soit pas fondée sur son droit à décider librement de son propre destin. Par ailleurs, le diplomate sahraoui a mis en garde contre toute tentative de se laisser entraîner par les manœuvres de l'occupation marocaine et la propagande trompeuse, en affirmant qu'il n'y avait pas de solution en dehors du droit international pour la question sahraoui. Jusqu'à présent, la décolonisation du Sahara occidental ne peut se faire que par le vote du peuple sahraoui dans le cadre d'un référendum libre et transparent, afin qu'il décide lui-même de son avenir. Que le peuple sahraoui souhaite choisir l'indépendance ou toute autre option proposée par les Nations Unies ou par une autre partie importe peu. L'essentiel est que la solution soit trouvée dans le respect du droit international, à travers la voix du peuple sahraoui et un référendum libre et équitable sur l'autodétermination, menant, si Dieu le veut, vers l'indépendance. Je vous en parlais également en titre, le Soudan toujours en proie aux violences. Les Nations Unies ont mis en garde contre de possibles crimes de masse à Al-Fasher, ville de l'ouest du pays tombée le mois dernier entre les mains des forces de soutien rapide en guerre contre l'armée soudanaise depuis avril 2023. À l'heure actuelle, des civils traumatisés sont toujours piégés dans la ville soudanaise d'El Fasher au Darfour et sont empêchés de partir. Je crains que les atrocités abominables telles que les exécutions sommaires, les viols et les violences à caractère ethnique ne se poursuivent dans la ville. Et pour ceux qui parviennent à fuir, la violence ne cesse pas car les voies de sortie elles-mêmes sont le théâtre d'une cruauté inimaginable. Parallèlement, je lance un avertissement solennel concernant les événements qui se déroulent au Kordofan. Depuis la prise d'El Fasher, le nombre de victimes civiles, les destructions et les déplacements massifs de population n'ont cessé de s'aggraver. Rien n'indique une désescalade. Au contraire, l'évolution de la situation sur le terrain révèle des préparatifs manifestes en vue d'une intensification des hostilités, avec toutes les conséquences que cela implique pour une population qui souffre depuis si longtemps. Et la population soudanaise d'El Fasher a vécu un véritable cauchemar dès les premiers jours de la prise de contrôle de cette ville par les FSR, frappes de drones, tirs à bout portant. Des témoins ayant survécu au massacre ont affirmé qu'une soixantaine de personnes avaient été assassinées dans une seule rue. Sohila Kilal. Sur de fines couvertures posées à même le sable, cette femme et ses enfants dorment à poing fermé. Tout comme le reste des déplacés ayant trouvé refuge à Daba, il leur faudra du temps pour guérir les traumatismes subis depuis qu'El Fasher est tombé aux mains des FSR. Jum'a a réussi à fuir avec ses 4 petits-enfants, mais n'a pas pu trouver ses 2 fils ni sa fille. Elle décrit avec émotion les scènes d'horreur dont elle a été témoin. Ils ont tué des soldats, incendié des voitures, tabassé des gens. Ils ont tout fait. Mes 2 fils sont dans l'armée. Je ne les ai pas retrouvés. Une fois leurs esprits retrouvés, les déplacés ont commencé à décrire les atrocités qu'ils ont vécues. Des témoignages glaçants qui parlent de civils abattus dans les rues, à bout portant ou par drone, d'autres battus à mort et abandonnés gisant dans leur sang. Quiconque se trouvait dans la rue était pris pour cible. Les maisons ont également été attaquées. Je l'ai vu de mes propres yeux. À un endroit, j'ai compté 40 personnes, dont une était vivante, mais avait le dos brisé et une jambe amputée. Ceux qui sont sortis dans la rue ont été pris pour cible par les drones et criblés de balles. 50 ou 60 morts dans une seule rue, c'est le massacre auquel j'ai assisté. Des civils traumatisés sont toujours piégés à Al Fasher, à la merci des FSR, menacés d'exécutions sommaires et en proie à la famine qui guette cette ville assiégée où aucune aide ne parvient. It's been 18 months now that Al Fasher, the largest city of Darfur, Cela fait maintenant 18 mois qu'El Fasher, la plus grande ville du Darfour, est assiégée. Et quand je dis assiégée, je veux dire physiquement assiégée. La ville est encerclée par un rempart, la famine est utilisée comme arme de guerre, toutes les demandes d'aide humanitaire sont rejetées et les commerçants ne peuvent plus accéder à El Fasher pour réapprovisionner les marchés. not being able to cross into Al Fasher and replenish markets.
La chute d'Al-Fasher le 26 octobre dernier a consolidé le contrôle des forces de soutien rapide sur la région du Darfour après 2 ans et demi de guerre contre l'armée régulière soudanaise. Face à cette situation alarmante, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a exprimé son inquiétude face à la poursuite des massacres, appelant les parties au conflit à agir rapidement pour empêcher de nouveaux carnages. Face à la violence cataclysmique d'Al-Fasher, les États et notamment ceux qui exercent une influence sur les parties au conflit sont avertis que s'ils n'agissent pas rapidement et avec fermeté, le carnage, les effusions de sang et les atrocités dont nous avons déjà été témoins ne feront que s'aggraver. L'embargo sur les armes décrété par le Conseil de sécurité est clair. Tout soutien militaire continu aux parties commettant de graves violations doit cesser. Je réitère mon appel à la cessation immédiate des violences au Darfour et au Kordofan. La communauté internationale doit agir avec audace et urgence. Et plus de 2 ans après le déclenchement du conflit au Soudan, le pays s'enfonce dans une spirale de violence, de déplacement et de privation que l'ONU a qualifié désormais officiellement de pire crise humanitaire et de déplacement au monde. Près de 13 millions de personnes ont été déplacées de force depuis avril 2023, dont 8,6 millions à l'intérieur du pays et plus de 4 millions dans les pays voisins, notamment au Tchad. Le Tchad a ouvert ses frontières et accueilli depuis des décennies des réfugiés non seulement du Soudan mais de toute la région. Cependant, il a besoin d'aide, il a besoin de notre soutien continu en temps connu, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, tandis que d'autres partenaires s'efforcent d'apporter une aide accrue dans des régions comme l'Est du Tchad. C'est là que nous avons besoin du soutien continu, voire renforcé de la communauté internationale pour pouvoir faire davantage ici au Tchad, mais aussi pour tenter d'atteindre les communautés dans le besoin au Darfour. Et dans le conflit russo-ukrainien, les services ukrainiens d'urgence ont déclaré que 3 personnes avaient été tuées et 11 autres blessées, dont 2 enfants, lors d'une attaque aérienne russe ce samedi sur Dnipro. La Russie aurait lancé 450 drones et 45 missiles lors d'attaques nocturnes contre l'Ukraine ce samedi, ciblant le secteur énergétique et d'autres infrastructures, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. À la veille de cette attaque, le président ukrainien a indiqué que la Russie avait subi 25 000 pertes en Ukraine en octobre, laissant entendre que ce bilan était le plus lourd depuis le début de la guerre. Zelensky a également commenté la situation dans la ville stratégique de Pokrovsk, dans l'est du pays, reconnaissant la situation difficile qui y sévit. Pokrovsk, eh bien, vous savez, la situation est difficile. L'ennemi a lancé des offensives le 5 novembre et les poursuit depuis, utilisant des véhicules blindés. Il a subi des pertes de matériel, mais son objectif principal reste d'occuper Pokrovsk au plus vite. Cet objectif demeure. Le nombre d'assauts en témoigne. 220 attaques ont été menées sur Pokrovsk en 3 jours. Dans la ville même, selon nos informations, selon les militaires, on compte 314 Russes. Quant aux forces déployées en périphérie et qui progressent dans cette direction, vous savez qu'elles sont très importantes. Dans son dernier rapport, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir mené plusieurs frappes avec des munitions à fragmentation ciblant les infrastructures et les forces militaires ukrainiennes au cours de la semaine écoulée en représailles aux attaques de drones ukrainiens contre des installations civiles russes. Dans ce contexte, l'AIEA a souligné la sensibilité du site nucléaire de Zaporizhzhia, appelant qu'un cessez-le-feu était en vigueur autour de cette zone sous contrôle russe depuis l'escalade de la crise ukrainienne en février 2022. Dès lors, l'installation a été la cible de bombardements et d'attaques de drones successifs, suscitant une vive inquiétude.
Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a affirmé ce samedi que son pays avait bénéficié d'une exemption totale et indéfinie des sanctions américaines sur l'énergie russe, et ce à l'issue d'une rencontre à la Maison-Blanche avec le président américain Donald Trump. Le dirigeant hongrois avait qualifié l'accès à l'énergie russe de question vitale pour son pays enclavé. Nous avons conclu que la Hongrie se trouve dans une situation très différente de celle des autres pays européens. Il est impossible de garantir l'approvisionnement énergétique du pays et de fournir une énergie abordable aux familles et aux entreprises hongroises si les sanctions continuent d'être imposées à deux gazoducs essentiels. Nous avons examiné la question et demandé au président de lever ces sanctions. Et nous avons sollicité l'exemption de deux gazoducs, l'un transportant du gaz du Sud et l'autre du pétrole de l'Est. Nous avons accepté et le président a tranché. Les sanctions ne seront pas appliquées à ces deux gazoducs. Par ailleurs, le torchon continue de brûler entre le Canada et les États-Unis. Le Premier ministre canadien Mark Carney a indiqué que la nostalgie n'était pas une stratégie après avoir dévoilé son budget en début de semaine. D'ailleurs, cette semaine, Mark Carney a présenté un plan visant à doubler les exportations canadiennes hors États-Unis au cours des 10 prochaines années. Trump a promis pour sa part de mettre fin à toutes les négociations commerciales. So the point is that, history of nations, certainly the history of Canada, is punctuated by. Le fait est que, comme vous le savez, l'histoire des nations est assurément celle du Canada et ponctuée de périodes où nos actions peuvent être décisives. Et nous sommes dans l'une d'elles actuellement, il faut le dire clairement. Le changement technologique s'accélère rapidement, le monde est devenu plus dangereux et plus divisé. Le processus qui a duré des décennies d'un rapprochement économique toujours plus étroit entre le Canada et les États-Unis est terminé. Les États-Unis ont changé, c'est un fait, mais nous devons réagir, c'est notre impératif. Ce budget vise à renforcer le Canada en misant sur ce que nous pouvons maîtriser. Il s'agit d'investir au pays pour protéger et autonomiser les Canadiens. Il s'agit de stimuler notre productivité pour assurer une prospérité durable. Il s'agit de transformer la façon dont le gouvernement travaille pour vous et de diversifier nos partenaires commerciaux afin de créer plus de possibilités et une plus grande indépendance. But we must respond. That is our imperative. La Corée du Nord a affirmé ce samedi qu'elle serait plus offensive face à Washington et Séoul au lendemain d'un test de missiles balistiques dénoncé par ces derniers. Pyongyang a accusé Washington de se montrer effronté dans ses manœuvres militaires visant à menacer la sécurité nord-coréenne, estimant que les États-Unis faisaient grimper intentionnellement la tension politique et militaire dans la région. Au sujet des frappes aériennes américaines dans les Caraïbes et le Pacifique oriental, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appuyé l'avis du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, selon lequel ces frappes violaient le droit international. Le secrétaire général appuie la position du haut-commissaire aux droits de l'homme, Volker Turk, qui a clairement indiqué que les frappes aériennes constituent une violation du droit international des droits de l'homme. Selon le haut-commissaire aux droits de l'homme, d'après les informations disponibles à ce jour, aucune des personnes à bord des embarcations visées ne semble représenter une menace imminente pour la vie d'autrui, ni justifier, au regard du droit international, le recours à la force armée létale à leur encontre. Nous tenons à veiller à ce que les méthodes répressives établies soient utilisées pour lutter contre le trafic illicite en haute mer. Dans l'actualité aussi, le porte-parole du gouvernement afghan a annoncé que les négociations engagées avec le Pakistan en Turquie pour arriver à une paix durable avaient échoué, soulignant toutefois que le cessez-le-feu restait en vigueur.
Un cessez-le-feu a été instauré avec le Pakistan. Il n'y a eu aucune violation de notre part et il est respecté. Quant à l'échec des négociations, nous avons également indiqué dans notre communiqué que le Pakistan souhaitait que la responsabilité de sa sécurité intérieure soit transférée à l'Afghanistan, ce qui dépasse les capacités de ce dernier. L'Afghanistan n'était pas disposé à assumer une quelconque responsabilité en matière de sécurité pour le compte d'un autre pays. La direction les Philippines où le typhon Kalmaegi a semé la désolation, des centaines de victimes, des villages engloutis et des milliers de familles désormais sans abri. Le gouvernement parle d'un bilan provisoire mais déjà dramatique. Le récit de cette catastrophe avec la douleur et la colère des survivants avec Samira Boabdallah. Aux Philippines, le bilan du typhon Kalmaegi ne cesse de s'alourdir. Samedi matin, les autorités faisaient état d'au moins 204 morts et de plus d'une centaine de disparus. Dans plusieurs provinces, les habitants dévastés organisent déjà les funérailles de leurs proches, tandis que d'autres continuent d'attendre des nouvelles des équipes de secours. Nous sommes plongés dans un profond chagrin. La douleur de ce qui s'est passé est insoutenable. Nous avons perdu nos parents, nos maris et nos enfants. Notre famille est incomplète. Certains membres sont toujours portés disparus et nous ignorons si nous les retrouverons un jour. En quelques heures, une pluie fine s'est transformée en crue dévastatrice, emportant tout sur leur passage. Selon le Conseil national de gestion des catastrophes, près de 30 000 habitations ont été endommagées, tout comme plus de 150 infrastructures publiques, parmi lesquelles des écoles et des hôpitaux. Les survivants dénoncent un manque d'alerte et de moyens de sauvetage. Avant que les vents ne se renforcent, des représentants du gouvernement patrouillaient dans les environs en camion-benne. Mais ils ne nous ont pas ordonné d'évacuer, ni prévenu de graves inondations à venir. Cela a commencé par une pluie fine, puis tout est allé très vite. Lorsque le typhon a frappé, les secours n'ont pas été mis en place. Il n'y avait pas de canaux pneumatiques. L'électricité est coupée dans plus de 160 municipalités, les réseaux de communication restent fortement perturbés et les pertes agricoles dépassent les 40 millions de pesos, soit près de 680 000 $ américains. Face à l'ampleur du désastre, le président Ferdinand Marcos a décrété l'état de catastrophe nationale. Kalmaegi est déjà le 20e typhon à frapper l'archipel depuis le début de l'année. Une tragédie de plus qui met une nouvelle fois en lumière la vulnérabilité du pays face au dérèglement climatique. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.